Dominique après. Et Dominique, mais voilà, très bien. Dominique est où? Dominique? Alors, voilà. Voilà Dominique. Gérard, peux-tu nous rejoindre, notre grand témoin? Merci à tous d'être là. On a entendu beaucoup de choses qui étaient tout à fait magnifiques. C'était presque, j'avais tendance à dire, c'est presque un peu angélique. Ça se passait tellement bien qu'on aimerait que ça se passe comme ça dans tous les territoires. Moi, le mien, c'est le Nord Côte d'Or. C'est le GHT dont parlait Benoît tout à l'heure, qui déborde sur la Haute-Marne. Et c'est pas tout à fait ça, puisque le Nord Côte d'Or, c'est un désert. C'est même pas un désert médical, c'est un désert tout court. On n'a plus rien, on n'a même plus les postes. Donc on s'organise comme on peut. Et chance, on vient de nous mettre la fibre. Et en fin de compte, ça va changer complètement la vie du territoire. Et je crois que ça va être pour nous une opportunité en tant que citoyen, en tant qu'élu local aussi, parce que j'ai la chance d'occuper un poste de conseiller municipal dans ma toute petite mairie de 150 habitants. Mais cette fibre, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses peut-être sur le contact entre les gens et les citoyens eux-mêmes dans la vie du village, mais ça peut changer énormément de choses sur le plan de la santé. Et Marguerite Cazeneuve, vous qui êtes justement directrice déléguée de la gestion et de l'organisation des soins à la CNAM, à la Caisse nationale d'assurance maladie, on va essayer de supprimer un peu les acronymes parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc on va essayer de parler un peu de français et un peu moins d'administrativo pâte à langage. Marguerite, quels sont les grands... Avant de parler des enjeux, quels sont les grands projets sur lesquels vous êtes investis? Depuis 2016-2017, on sait que la CNAM a repris le DMP, qui était vraiment dans un état pas possible. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point sur les projets et les grands mots-clés sur lesquels vous travaillez en ce moment? Alors, merci beaucoup déjà pour votre invitation. Donc, effectivement, l'assurance maladie se mobilise sur le numérique, l'innovation en santé depuis longtemps. Mais c'est vrai que la période là, on est en train de connaître une petite révolution, notamment grâce à Dominique à côté de moi. J'allais dire pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu la crise, évidemment, la crise sanitaire, et que la crise sanitaire a de fait obliger les acteurs à changer leurs pratiques. Et donc la téléconsultation, elle a explosé évidemment pendant le premier confinement. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, alors même qu'on n'est plus confiné, c'est qu'il y a 40 fois plus de téléconsultations qu'il n'y en avait avant la crise. Et donc, il y a eu une forme de déclic dans la pratique. Et la deuxième chose, et on va y revenir un peu plus en détail, c'est qu'on a énormément, enfin j'allais dire tout l'écosystème est en train de s'aligner, les planètes s'alignent pour qu'il y ait une vraie révolution du numérique et de l'innovation en santé dans les 2 prochaines années. Donc dans les trois axes, le premier axe c'est la dématérialisation de la pratique, donc évidemment la téléconsultation, la téléexpertise qu'on vient de simplifier dans le cadre de l'avenant 9 avec les médecins, qui va s'ouvrir à tous les professionnels, et puis la e-prescription qui sera généralisée en 2024 et qui a d'ores et déjà commencé à se déployer. Donc ça c'est, j'allais dire, dématérialisation de la pratique. Ensuite il y a tout l'écosystème du numérique en santé autour de Mon Espace Santé, sur lequel on reviendra. Donc Mon Espace Santé, c'est vraiment l'objet clé. C'est l'espace numérique du patient où il aura tous ses documents de santé, etc. et qui va être alimenté directement par tous les autres professionnels qui interviennent autour de lui, les hospitaliers, les laboratoires, les médecins, etc. Et donc qui vont venir alimenter directement l'espace numérique de santé du patient, dans lequel il pourra conserver l'ensemble de ses données. Et donc pour ça, il y a évidemment la construction de Mon Espace Santé, et par ailleurs, il y a le fait que tous les éditeurs de logiciels vont devoir se conformer à un cahier des charges qui fait que l'ensemble du système, d'ici 2 ans, sera totalement interopérable. Et la troisième chose, et c'est le troisième chantier qui est presque le plus compliqué, c'est l'innovation et la e-santé, au sens vraiment les nouvelles pratiques. Et donc on a la télésurveillance qui va être généralisée
à partir de 2022. Il y a eu pas mal évidemment d'expérimentations qui ont été incubées dans le cadre de l'article 51. Et plus généralement, on voit bien qu'on a une explosion des innovations, des applications. On a plein de startups qui se positionnent dans le champ de la santé. Et donc, c'est un enjeu évidemment pour nous, à la fois de les accompagner, et puis on verra aussi d'essayer de les intégrer dans notre écosystème. Alors, je passerai la parole à Dominique, mais je vais tout de suite interpeller le grand témoin. Gérard Raymond, donc, qui est le président de France Asso Santé, l'association, le collectif interassociatif sur plus de 80 associations dans le domaine de la santé. Près de 100. Près de 100 maintenant, oui. Et donc, toi, quand tu entends ce message, tu en penses quoi ? Moi, je suis plein d'espoir. Et j'ai les yeux qui pétillent, effectivement, parce que ça fait 15 ans et 17 ans qu'on attend ça, qu'on nous parle du DMP, partagé, personnel, perdu. Longtemps. Mal parti, en tout cas. Longtemps perdu, parti, voilà. Et donc, là, on retrouve depuis maintenant quelques années une véritable stratégie, pensée, organisée, à la française, s'appuyant sur des valeurs qui sont les nôtres aussi. Il y a eu aussi une transformation et un changement, c'est que jusque-là, on nous disait gentiment qu'on faisait pour nous. D'ailleurs, la table ronde, on a beaucoup parlé de nous, mais je n'ai pas vu que dans les CPTS, il y avait des usagers de la santé qui pouvaient aussi participer à l'élaboration du projet collectif médical de territoire. Mais bon. Donc on nous a dit qu'on faisait pour nous. Et là, depuis quelques années, on ne fait plus pour nous, on fait avec nous. On nous demande de participer. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas toujours très bien disciplinés, on n'est pas toujours compliants, on pose des questions, on s'interroge. Mais il n'empêche que l'ensemble de nos concitoyens aujourd'hui, et la crise a été certainement un accélérateur, considèrent que le numérique en santé est certainement un outil qui va permettre de faire évoluer le système de santé et de rapprocher les professionnels de santé des patients. Il y a une appétence aujourd'hui pour le numérique en santé de la part de l'ensemble de la population. Certes, avec quelques points d'interrogation et des points de vigilance, mais effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, nous le regardons avec un grand intérêt et nous sommes persuadés qu'effectivement, il y a de la place là, y compris pour développer de la démocratie en santé, la participation citoyenne dans le cadre de la santé, mais peut-être au-delà d'ailleurs, mais voilà. Et véritablement, un outil qui va permettre de rapprocher l'ensemble des acteurs, patients, soignants, de mieux les coordonner, de faire de l'efficience, de faire de la qualité. Donc là, il y a un véritable message d'espoir à formuler. Bon, on sait très bien qu'on va quand même affronter quelques difficultés qu'il faudra prendre les unes après les autres. On va y revenir après. Mais c'est vrai que ce mouvement est un mouvement qui va quand même assez vite. Parce que je me souviens qu'avant la crise, une discussion qu'il y avait eu dans un autre forum qui était dans une ville du Sud, il y avait Nicolas Revel et Jean-Paul Ortiz, il y avait une on va dire une timidité réciproque et convenue sur le fait qu'il fallait y aller, mais il ne fallait pas y aller quand même très très vite. Et là, avec la crise, ça a été un déploiement qui a été un déploiement... On nous a expliqué qu'on ne pouvait pas faire de la télémédecine, qu'il fallait faire expérimenter, tout ça, on ne connaissait pas la rémunération. Puis on en a fait des millions. C'est très bien, comme ça. Alors, les enjeux par rapport à ça. C'est très bien parce que c'est vrai que, donc effectivement, le choix qui a été fait, j'allais dire collectif, c'est de pousser les feux sur tous ces sujets-là. Mais évidemment, et c'est ça qui va permettre, d'une certaine manière, que les usages changent très vite. Et donc, je pense que c'était effectivement le bon pari que de dire maintenant, on libéralise tout, on ouvre les portes et on essaie de faire en sorte que l'ensemble du système bouge de manière coordonnée. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on a ouvert les portes, mais il faut qu'on fasse aussi attention. Et donc, les enjeux aussi pour l'assurance maladie et pour les différents acteurs, ça va être aussi de poser un cadre. Donc, la télémédecine,
Elle a été totalement libéralisée. On vient quand même de dire maintenant, on ne fait pas plus de 20% d'actes en téléconsultation pour que les médecins, conformément d'ailleurs aux recommandations du Conseil de l'ordre. Et il faut qu'on travaille avec les acteurs sur une charte de bonnes pratiques pour démarrer, parce que en fait, une télécabine dans un supermarché, c'est pas super. Et donc ça, on a, j'allais dire, tout ouvert, mais il faut maintenant qu'on se dise quelles sont les bonnes pratiques. De la même manière, sur mon espace santé et sur le fait que les professionnels de santé vont être invités à passer totalement au dématérialisé, ça suppose un vrai accompagnement de la part de l'assurance maladie, des ARS, etc. C'est pas quelque chose de totalement inné. Puis par ailleurs, il y a évidemment beaucoup d'usagers et d'assurés qui sont éloignés du numérique qu'il va aussi falloir accompagner. Et sur la partie de la e-santé, en tout cas des applications de télésurveillance, toutes les nouvelles applications et tous les nouveaux outils qui émergent, il faut qu'on se pose quand même collectivement la question du service médical rendu. Parce que c'est très bien, j'allais dire, de télésurveiller, mais si l'assurance maladie commence à payer la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque chez tout le monde, en fait, d'une part, ça ne sert à rien, et par ailleurs, ça coûte très très cher. Et donc, de la même manière que pour l'industrie du médicament, vous avez la Haute Autorité de Santé qui dit, il y a un service médical rendu, et par ailleurs, il est faible, moyen, élevé. Il faut de la même manière que, j'allais dire, l'organisation, les autorités de santé se prononcent sur l'ensemble de ces outils. Donc ça va être fait pour certains, notamment quand il y a des dispositifs médicaux, parce que là, ils passent devant la HAS, mais il y a plein d'applications aujourd'hui qui échappent totalement au contrôle de tout le monde. Et il y a des gens, des professionnels de santé, des usagers qui utilisent des applications dont on ne sait absolument pas si elles respectent les recommandations de la HAS, si elles... voilà. Et donc tout ça, c'est un enjeu pour demain. C'est comment on arrive à libéraliser et en même temps en gardant une forme de régulation qui nous permet de générer et de garantir la bonne pratique. Mais visiblement, avec l'avenant numéro 9, en tout cas, ça a été quelque chose de positif et salué par les confrères, qui ont joué le jeu d'ailleurs pendant toute la crise en termes de mobilisation sur la téléconsultation. Il n'y a pas que les pharmaciens non plus. Hein. Ça, c'est pour répondre à Janine. Dominique, je me souviens d'une réunion où vous nous aviez expliqué qu'en fin de compte, votre système, le système que vous vouliez mettre en place, ce n'était pas forcément un système qui voulait faire l'intégralité de la ville, mais donner au moins les soubassements, les autoroutes, les grandes voies, les cahiers des charges, pour faire en sorte ensuite, et on pourra en parler avec David, que les entreprises, dans des partenariats publics-privés ou les entreprises privées, puissent plugger dessus des solutions qui sont des solutions interopérables, comme le disait Marguerite. On en est où par rapport à ce chantier ? En gros, depuis, on va dire, 2 ans et demi, on travaille dans l'ombre à faire des trucs techniques, pas très sexy, tout ça, mais indispensables pour que ça marche en vrai, quoi. Donc, en gros, le principe général, on avait exprimé notre vision de ce qui nous semblait être une façon d'aborder le sujet du numérique en santé en France en disant, le constat de départ, c'est qu'on a échoué ces 20 dernières années collectivement. On a laissé fleurir des logiciels partout, à moitié sécurisés, pas interopérables, avec des ruptures dans les parcours de soins, avec chaque citoyen français qui a toujours pas ses données de santé, quand même, c'est ça à la base. Et en disant, il n'y aura pas un logiciel miracle qui va tout résoudre. Il n'y aura pas un homme ou une femme providentielle qui va arriver avec une baguette magique. La seule solution, c'est de bosser ensemble, mais que l'État reprenne sa place. Le parti pris, ça a été de dire l'État doit vraiment s'impliquer là-dedans, régler les problèmes techniques, juridiques, doit financer, doit accompagner, mais doit être ultra volontariste pour porter un cadre qui fait appliquer de façon volontariste et aussi globalement qui soit garant d'une éthique, qui soit garant d'une forme d'humanisme du numérique, parce qu'on n'est pas tout à fait américain ou chinois, quoi. En gros, c'est ça. Et qu'on veut construire en France une souveraineté numérique. Pour moi, le cauchemar, ça serait qu'on continue de se la jouer comme depuis 20 ans en France, c'est-à-dire d'avancer de façon dispersée, en s'autoflagellant, en fantasmant sur des trucs qu'on est incapable d'atteindre et en faisant pas les trucs simples collectivement. Et globalement, si on continue sur cette voie, on finira chez Google. Et moi, c'est ça le cauchemar. Donc, le modèle qu'on a proposé, c'était de dire, soyons humbles, soyons pragmatiques, jouons collectif. Et collectif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'État joue un rôle, mais fait pas tout. L'État, comme dans une ville, comme dans la gouvernance d'une ville, doit
d'abord écrire le code d'urbanisme, les règles, et il doit les faire appliquer, et il doit se doter de moyens de vérifier que ce qu'il dit doit être fait dans tous les logiciels de santé. Donc ça, je dirais, c'est derrière nous, parce qu'on a écrit les cahiers des charges avec plus de 200 professionnels de santé, et on va labelliser chaque solution numérique en France, ville, hôpital, radiologue, biologiste, médecine de ville, etc., EHPAD, pharmacie. Donc c'est les 12 travaux d'Hercule, mais là on est vraiment en train de le faire. Et d'imposer un cahier des charges à l'ensemble des éditeurs de logiciels partout en leur disant tu respectes désormais les règles fixées par l'État et plébiscitées par les professionnels de santé et tu te connectes sur des infrastructures d'État un petit peu comme dans une ville où l'État dit, où les pouvoirs publics disent ben nous on fait les routes, les ponts, le tout à l'égout, vous faites les maisons mais tu respectes le code d'urbanisme et tu te connectes sur les routes de l'État ou sur les routes des pouvoirs publics. Donc là on branche en gros tous ces logiciels qui avaient été développés sans règles sur ces plateformes d'État, sur des choses pas sexy mais indispensables pour que ça marche en vrai, des messageries sécurisées de santé nationale, une identité nationale de santé pour dès lors qu'on parle d'un patient de parler enfin d'un seul patient à la fois. Enfin, on est le seul pays dans le monde à avoir imaginé développer une politique nationale sur le numérique en santé sans identifier le patient de la même façon entre les logiciels. C'est un truc de fou quand même. Dire aussi, bon voilà, on va créer, comme le dit Marguerite, une plateforme numérique pour chaque citoyen français qu'on va ouvrir en opt-out, c'est-à-dire de façon assez volontariste. Bon voilà, si tu t'y opposes pas, on la crée, quoi, on y va, quoi. Et à partir de là, dire tous ces logiciels, du radiologue, du biologiste, du médecin généraliste, de l'hôpital, de l'EHPAD, etc. On t'oblige à avoir ce connecteur pour techniquement permettre de pousser les données. Parce qu'en fait, on doit d'abord résoudre pour les professionnels de santé qui pètent les plombs derrière des outils pas ergonomiques, pas interopérables, les problèmes techniques. Et c'est à nous de le faire, ça. C'est à nous de le traiter avec les industriels. Et donc, pour moi, l'énorme changement de paradigme, ce qui fait que par rapport voilà, aux atermoiements du DMP que je connais, qui était une super idée à la base, on a mis les mains dans le cambouis des instructions juridiques, financières et techniques pour résoudre le fait que ces logiciels ils se connectent. Donc c'est ce qu'on appelle le programme Ségur numérique. On a 2 milliards. Bon voilà, c'est jamais arrivé. Effectivement, la crise Covid a vachement boosté le truc pour qu'on ait ces moyens. Mais on est dans cette phase en fait de connexion petit à petit de tous ces logiciels en disant il n'y aura pas le grand soir, quoi. Il faut qu'on arrête d'être dans ce truc de névrose où on navigue entre le fantasme autour du numérique puis la frustration de ne pas y arriver puis on s'auto-flagelle. C'est un truc d'ado, ça. Là, on doit y aller étape par étape et dire ok, on résout humblement un premier truc simple, relativement simple, accessible pour nous tous, mais on le fait tous ensemble. Ville, hôpital, pouvoir public. On dit allez, on partage désormais en France de façon sécurisée par des canaux français, souverains, hébergés en France, des comptes rendus d'hospitalisation, des résultats de biologie, des comptes rendus d'imagerie, les ordonnances, on va dire les courriers, un petit peu de VSM si Jean-Paul Ortiz est OK, sur les patients en ALD. On commence par quelques données de base. Et ces données, on les partage. On les partage humblement, ça ne sera pas le grand soir de l'intelligence artificielle tout de suite. Commençons par des données type PDF, en gros, avec l'identité nationale de santé accrochée dessus. Et on commence par ça dans les parcours de soins. On franchit cette étape collectivement. Et ensuite, on fixe un nouveau niveau d'exigence pour atteindre l'étape d'après. Et je vais vous dire un truc, autant je pense qu'on était en milieu de peloton en Europe, ni très bon, ni très mauvais en matière de numérique en santé. Là, je pense, comme Marguerite, qu'il y a un alignement de tous les acteurs, publics, professionnels de santé globalement dans leur majorité, industriels aussi, associations de patients. Il y a un alignement de planète qui peut faire qu'à un horizon, comme Marguerite, je pense, 18-24 mois, on peut vraiment être maillot jaune en matière de e-santé en Europe. Je le crois vraiment. On a été capable de le faire avec la vaccination, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas avec le numérique. C'est quand même un cocorico assez absolu que de voir le taux de vaccination qui est à l'heure actuelle dans le pays. David, cette réflexion par rapport à ce que disait Dominique, ce soubassement de cette ville, est-ce que deux choses? Est-ce que le privé se sent impliqué sur le développement des nouveaux outils, des différents immeubles qu'on va mettre sur cette architecture urbaine? Est-ce que, en ce qui concerne le code de l'urbanisme et donc les garanties éthiques et les garanties de sécurité, est-ce qu'on est au point? Est-ce que ça va bien? Et 3, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait des vrais partenariats qui se développent entre différentes structures, que ce soit du public, du privé, du semi-privé,
privé, du semi-public, de l'associatif ou d'autres, pour faire en sorte qu'on sorte un peu de ces clivages à la française, où il y a soit le public d'un côté, soit le privé de l'autre, et au bout du compte, on n'arrive pas à grand-chose. Merci d'abord à Elisabeth Hubert, à l'équipe de la FNEAD de leur invitation. Heureux de retrouver pas mal d'amis du secteur de la santé connus dans d'autres étapes. Là, effectivement, je vous parle comme industriel. Je suis directeur du programme santé du groupe Jouve, qui est une boîte à capital 100% français de production d'outils numériques et algorithmiques. Et effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Finalement, les trois prises de position antérieures ont montré pourquoi effectivement il y a une accélération de cette bascule digitale, un changement de posture des pouvoirs publics initié avant la crise sanitaire. La CNAM, l'avenant 6 à la Convention médicale de 2018, qui a enclenché le premier déverrouillage de la télémédecine, l'agenda que tu as posé, Dominique, et que tu après as incarné très concrètement sur toute une série de chantiers. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec toi sur la partie régulation éthique, on s'en reparlera. Ça a été un changement d'état d'esprit, et puis les acteurs de la société civile que vous représentez, un certain nombre d'entre vous y ont apporté une contribution très directe, ont permis un shift, notamment sur le modèle de régulation de l'intelligence artificielle, sur lequel on a un peu plus travaillé avec cette entrée en vigueur du cadre par la garantie humaine de l'IA, qui est une vraie rupture de concept, y compris par rapport à une approche un peu trop fermée de principe de précaution. C'est un nouveau modèle d'incubation de l'innovation qui se met en place dans la loi de bioéthique, et pour une fois, ce qui est très important en termes de développement industriel, qui est aligné avec le cadre européen en construction. Les briques qu'on a construites ensemble, elles sont maintenant intégrées à l'article 14 du projet règlement européen sur l'IA, ce qui fait qu'on a donné par la régulation éthique en fait une longueur d'avance aux industriels, ce qui est quand même un changement de paradigme par rapport à d'autres époques, et je bats ma culpe rétrospectivement, où on a plutôt été du côté de la surréglementation. Puis, troisième facteur, c'est à mon avis le facteur décisif, c'est le changement d'attitude des représentants des patients en général, et de France Asso Santé en particulier, qui est devenu le fer de lance d'une demande d'accès au digital. Alors, pour autant, est-ce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? J'ai envie de dire, il y a un sujet à traiter. Alors, je le dis peut-être avec une certaine dose d'humilité sur le sujet, parce que ça méritera peut-être d'être contre-investigué ou relativisé par rapport à d'autres expériences. Je pense que peut-être l'étape qui nous manque pour être vraiment champion comme européen et mondial, c'est peut-être sortir un peu d'une certaine dose de pusillanimité dans les choix de financement vis-à-vis de nos champions du digital, français et européens. Il y a beaucoup d'argent qui s'investit dans le système. Par contre, de mon expérience, alors sans doute, je le dis avec humilité, parce que peut-être on s'y est mal pris. Personnellement, à chaque fois que j'ai essayé de remplir un dossier de BPI, il me manquait un formulaire. Et c'est franchement la tâche que je ne voulais pas déléguer à mes équipes, parce qu'ils bossent en fait. Et donc du coup, vous voyez, il y a un choix un peu opérationnel qui est fait que pour développer ce qu'on fait sur l'IA d'admission, la digitalisation du système de santé, il y a certaines tâches d'accès à ces financements que je me refuse de déléguer. Et à contrario, je vous donne un exemple, et je le dis avec distance parce que c'est un dossier sur lequel je suis très peu intervenu, qui revient aux équipes de Jouve et à son président Thibault Langsad. On a gagné il y a 4 mois, aussi fou que ça puisse paraître. On était déjà opérateur depuis 10 ans d'IA appliquée aux brevets européens, pour l'Office européen des brevets. Et on a gagné il y a 4 mois le marché de l'IA appliquée aux brevets américains. L'Office fédéral américain, c'est un marché d'1,4 milliard de dollars sur 10 ans pour une entreprise de taille intermédiaire française. Vous voyez, un truc complètement fou. Et la manière de faire du gouvernement américain, qui n'a exigé aucun changement de capital de la boîte, qui est restée 100% française. C'est votre technologie est bonne, vous avez des bonnes équipes, vous savez traiter des données hyper sécurisées, donc on vous fait confiance à l'issue d'un appel d'offres. Donc il y a quand même eu 4 ans de présélection, mais la présélection a été ouverte par un POC
financé par le gouvernement américain qui a permis de mettre à l'échelle la technologie. Un POC, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Une preuve de concept, c'est-à-dire en gros, mais ça, le monde de l'hospitalisation à domicile est très ouvert à l'innovation. C'est en gros, vous développez une innovation dans votre structure, et là, vous avez un acteur qui vous dit ce que vous faites, c'est bien, et je vais vous mettre au banc d'essai en finançant la mise à l'échelle de votre modèle. Et si vous réussissez, ben voilà, vous remportez la timbale sur la totalité du marché américain des brevets. Quand on parle de brevets, on parle de brevets médicaux, scientifiques, militaires. C'est une boîte française qui a été choisie. Donc, dans les affectations de financement, dans les stratégies d'affectation de financement public, je pense qu'il y a encore un cran à passer. Parce que il faut, là aussi, c'est pas un modulo, mais c'est plutôt une mise en perspective. Ça, je sais que Dominique, qui est très, très, très au clair sur ça, le numérique qui se développe rend aussi beaucoup plus poreuses entre elles les frontières entre systèmes de santé. Et si on n'est pas capable d'incuber en contexte français et européen le développement de ces outils, l'expérience qu'on a, et que je pense que vous avez, c'est que les professionnels de santé français et européens, mais aussi les patients français et européens, Gérard, ont de moins en moins de réticence devant leurs besoins immédiats à avoir recours à des accès conçus ailleurs, à des outils conçus ailleurs. Donc il y a vraiment une course contre la montre et sans doute un changement pour aider à la mise à l'échelle des acteurs de taille intermédiaire. D'ailleurs, comme on l'a un peu vu dans le domaine de la vaccination, avec des biotech françaises qui avaient des très très bonnes technos et qui ont dû aller chercher ailleurs des financements de mise à l'échelle. Ceci étant, on a un plan qui est le plan de France Relance, qui sur le plan industriel fonctionne quand même pas mal et qui a injecté beaucoup d'argent dans le système de santé. Sans doute Olivier, et encore une fois, mon point de vue est pas une critique, c'est plus un modulo, sans doute parce que peut-être, je bats peut-être ma coupe, on s'est peut-être pas bien organisé, mais j'ai le sentiment que le dispositif fonctionne. On parle beaucoup en vaccination en ce moment d'aller vers, et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. J'ai le sentiment que sur la partie choix de financement, de soutien à l'innovation, il y a aussi une démarche un peu à réinventer dans le respect des procédures de compétitivité pour aller mieux détecter l'innovation et éviter ce qu'on voit beaucoup en IA. Je sors de mon domaine sur l'IA médicale, des startups qui développent leur premier modèle en recherche fondamentale ici, puis après vont chercher des financements ailleurs pour revenir après sous une autre bannière pénétrer le marché français et européen. Quand elles reviennent. On voit des entreprises, par exemple dans la thérapie génique, qui ne sont pas revenues, qui sont restées et qui sont même reparties d'Europe. Alors justement, pour apporter plus d'informations à Gérard Raymond, Marguerite, l'espace numérique en santé, c'est quoi concrètement? Ça va se faire comment? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte de renforcer encore le lien, l'information, la qualité de l'information que les patients sont légitimement en droit de demander, que les professionnels leur donnent, mais dans des espaces-temps qui sont des espaces souvent contraints. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et quel est votre enjeu par rapport à cet espace numérique en santé? Alors déjà, c'est qu'il soit ergonomique et donc que chacun puisse l'utiliser de manière extrêmement facile. Donc vous le verrez quand ce sera déployé, c'est un très bel espace. Donc il contient plusieurs rubriques. La première chose, c'est une sorte de coffre-fort avec l'ensemble de vos données de santé, où vos données de santé sont vos documents en fait, sont rangés par catégorie, les prescriptions, les comptes rendus d'hospitalisation, etc. Et donc c'est ça que les différents logiciels des différents acteurs vont venir alimenter directement. Donc d'une certaine manière, c'est un coffre-fort sécurisé avec l'ensemble de vos documents de santé. Ensuite, il y a une partie avec le profil médical que vous pouvez vous-même remplir et qui sera rempli ensuite de manière structurée par les professionnels de santé, avec vraiment le profil médical dont a besoin, par exemple, si vous êtes hospitalisé en urgence, c'est ce profil médical-là qui permet immédiatement au service d'urgence qui vous prend en charge de savoir que vous avez telle allergie, tel antécédent, etc. Et donc voilà. Et la troisième fonctionnalité, j'allais dire un peu socle de mon espace santé, c'est la messagerie sécurisée dont parlait Dominique, et donc qui va permettre au patient d'échanger avec son professionnel de santé. Donc si on prend un cas classique, vous allez voir votre médecin, il vous prescrit un examen de biologie. Et donc, vous allez faire cet examen de biologie, et en fait, à l'issue de l'examen de biologie, vous allez recevoir directement sur votre espace santé le compte rendu.
votre médecin pourra le consulter immédiatement. Il pourra vous envoyer par messagerie sécurisée à la fois son diagnostic et l'ordonnance pour aller chercher le bon antibiotique. C'est un exemple, mais du coup ça, j'allais dire, ça sera quasiment instantané, donc c'est de la rapidité, etc. Et puis après, mon espace santé a vocation à grandir et à intégrer d'autres fonctionnalités, comme l'ambition, et c'est ce que disait Dominique, c'est que ce soit un espace où vous ayez l'ensemble de vos données de santé. L'idée, c'est que toutes les applications, tous les outils qui existent et qui collectent de la donnée de santé alimentent l'espace santé du patient. Donc si vous avez une application de télésurveillance sur le diabète, eh ben, ces constantes-là, elles vont arriver directement dans mon espace santé. Et donc ça va arriver plutôt à l'été, ça s'appelle le store. Et donc progressivement, on a un certain nombre d'applicatifs qui vont se connecter à mon espace santé. Et puis il y aura aussi d'autres fonctionnalités comme un agenda pour pouvoir faire de la prévention. Bref, à la fin, ce sera un outil aussi très proactif. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un espace ergonomique avec toutes vos données et qui permet à la fois au patient d'avoir tout avec lui de manière sécurisée et par ailleurs aux différents professionnels de mieux se coordonner autour de lui et donc de mieux le prendre en charge. Et le coffre-fort, alors on l'appelle coffre-fort maintenant, mais c'est le DMP. Et donc c'est là où je voudrais quand même racheter ce pauvre DMP qui effectivement ne s'est pas déployé partout, etc. Mais s'il n'y avait pas eu le DMP, on ne serait pas aujourd'hui en mesure de déployer mon espace santé. Et donc, d'une certaine manière, ça a été une étape intermédiaire, un peu douloureuse, un peu longue, mais qui nous permet techniquement aujourd'hui de proposer cet espace santé qui est évidemment beaucoup plus facile d'utilisation. J'ai une question complémentaire. On parle beaucoup de vaccination en ce moment, c'est bien. Mais il n'y a pas que la vaccination contre la Covid, il y a la vaccination contre la grippe, il y a la vaccination, les rappels de vaccination. Je ne sais pas si dans la salle ici, tout le monde sait s'il est à jour sur le plan du DT-Coq, de la polio, voilà. On aura ça, on aura enfin un carnet de vaccination électronique à l'intérieur de l'ENS. Absolument. Absolument. Super. Vous aurez votre carnet de vaccination électronique. Vous aurez aussi votre carnet de santé, puisque à la fin, il y a aussi pour l'enfant, notamment, les examens obligatoires. Donc tout ça, ça va venir. Et de manière générale, mais ça sort un tout petit peu du numérique, mais c'est vrai, je le dis quand même, on sort de... Alors, on n'est pas sorti de la crise sanitaire, mais en tout cas, on a acquis, grâce à la crise sanitaire, une mécanique pour effectivement atteindre des très hauts taux de vaccination. Et donc c'est vrai que c'est un succès, 90%, c'est mieux que le Royaume-Uni, les États-Unis, Israël, etc., ceux qui étaient un peu devant nous au début, mais qu'on a fini par rattraper. Et ça s'est construit par une politique, j'allais dire, très volontariste à la fois sur l'offre avec les ARS et les professionnels de santé qui ont démultiplié les points de contact de vaccination. Et par ailleurs, une incitation du côté de la demande. Parce qu'au début de la campagne de vaccination, il n'y avait que 40% des patients qui voulaient des assurés, des Français qui voulaient se faire vacciner. On est arrivé à 90%, alors avec un peu de contraintes, un peu de portage politique, mais aussi quand même une mobilisation du système qui fait qu'on a eu une campagne d'aller vers, j'allais dire en entonnoir, avec d'abord des messages à tout le monde, puis des messages personnalisés, puis des messages super personnalisés, puis des coups de téléphone, puis de l'aller vers avec des vaccibus allant au dernier kilomètre. Et donc cette méthodologie-là, il faut qu'on la retienne et il faut qu'on l'applique par ailleurs sur... tout le reste de la prévention médicalisée, les dépistages organisés, la vaccination, les autres vaccinations, on sait qu'on sait le faire et on n'est pas très bon sur les autres types de prévention médicalisée. Et donc, ça fait partie des leçons qu'on doit retenir pour changer un tout petit peu aussi notre modus operandi. Mais ce sera très certainement des leçons qu'il faudra passer aussi à l'Europe, parce qu'avec la mise en place de One Health et de HERA, il y a une expérience française maintenant qui est une expérience de qualité. Donc je pense qu'il faut profiter de la prochaine présidence de l'Union européenne qui est portée par Emmanuel Macron pour faire en sorte d'en être les ambassadeurs et faire valoir le fait que oui, on retrouve un système de santé efficace. Gérard, t'es diabétique, t'es 4 millions de diabétiques en France. Ils sont contents de savoir qu'ils vont avoir leur freestyle qui va être connecté dans le coffre-fort, plus leur pompe qui va leur envoyer des informations. Ils sont tranquilles avec ça, il n'y a pas de problème. Ils attendent ça depuis tellement longtemps.
Oui, je pense que oui, bien entendu. Particulièrement cette pathologie qui nécessite d'être acteur de sa propre santé, d'être connecté, d'avoir en permanence des données. Eh bien, forcément, avoir ce coffre-fort où ils vont pouvoir être les acteurs aussi de l'utilisation de ce coffre-fort-là, autoriser aussi qui voudront à pouvoir aller consulter. Bien entendu qu'une grande partie de ces patients-là attendent mon espace santé. Tous les matins, quand je me réveille, je regrette de ne pas avoir trouvé ce nom-là. Mon espace santé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est à moi. C'est mon espace santé. Et je pense que là, il y a une appropriation de chacun d'entre nous à ces données-là. Et c'est à nous. On en dispose comme on veut. On pourra y mettre l'ensemble aussi de nos applications, etc., etc. Très rapidement, on y mettra aussi nos remboursements, Amélie et compagnie, quoi qu'en pense le directeur de la CNAM. On ira assez vite là-dessus, dès que les choses seront... Et donc, tout ça, ça nous appartiendra. Et donc, effectivement, sur des pathologies chroniques bien ciblées et qui ont, bon nombre d'entre nous, avons l'habitude de ces outils-là, c'est un outil remarquable. On va créer encore un peu plus de liens avec l'ensemble des professionnels de santé. Pourquoi se déplacer, faire 60 km, pourquoi perdre une demi-journée pour aller regarder un schéma qui s'affiche en permanence sur un petit truc comme ça? On peut très bien l'avoir dans une boîte et l'envoyer directement aux professionnels de santé et par retour d'une messagerie sécurisée nous dire tout va bien, continue, au revoir, à la prochaine. Et ça, c'est important. Alors, si on continue, Dominique, en ce qui concerne, par exemple, les professionnels de santé qui sont ici, qui sont des gens qui sont dans l'hospitalisation à domicile, qu'est-ce que le système mis en place va pouvoir leur apporter ? Pour parler juste de l'HAD, Olivier, par exemple. Voilà, déjà pour parler de l'HAD, puisque je pense que... je dirige par ailleurs un établissement de santé avec une HAD, bon voilà, et on connaît bien les sujets, comme Elisabeth les connaît parfaitement, comme tous les gens dans la salle le connaissent parfaitement. Il y a franchement des galères de coordination, hôpital HAD, HAD médecins généralistes, HAD le reste en fait de l'ensemble des professionnels de santé qui travaillent et qui prennent en charge le patient. Il y a des outils numériques qui se parlent pas, on sait tout ça. En fait, là, on dit, commençons par des trucs simples. Si, j'ai vu tout à l'heure, Elisabeth, qu'il y avait les sponsors, là, il y avait des éditeurs, il faut leur mettre la pression maintenant pour qu'ils aillent au guichet Séguret, Elisabeth, c'est fait. Parce qu'ils sont éligibles, ils vont avoir des financements. Maintenant, on va leur mettre un coup de tampon. Quand il y aura le coup de tampon sur ces logiciels HAD, j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure, et en fait, ces logiciels pourront récupérer automatiquement un compte-rendu d'hospitalisation directement. Le médecin généraliste, quand il passera, ou le médecin coordonnateur ou l'infirmière de l'HAD qui passera, elle aura automatiquement les données. Et vice-versa, les logiciels de l'HAD, une fois qu'on aura établi, je sais pas, les transmissions, tous les bilans d'hospitalisation HAD, ça intéresse aussi l'hôpital. S'ils viennent de l'hôpital, ça intéresse le médecin généraliste. Ne serait-ce que faire ça, c'est déjà, ça paraît être le b.a.-ba, mais il faut qu'on y arrive, ça. Et pour moi, là, maintenant, dès lors que le logiciel de l'HAD, le logiciel de l'hôpital, le logiciel du médecin, le logiciel du biologiste, du radiologue, ils respectent tous les mêmes principes. Ils sont connectés sur les mêmes routes numériques ou les mêmes tuyaux numériques fournis par l'État, on atteindra ce premier niveau. On n'aura pas tout résolu, hein. Il ne faut pas fantasmer. On aura déjà franchi une première étape de meilleure coordination des soins. Derrière, il y a encore beaucoup de marches à franchir pour avoir un système qui soit réellement efficient. Parce qu'au démarrage, les données qu'on va s'envoyer, ça ne va pas être des données très structurées. Donc, ça veut dire que ça sera du PDF en gros, sauf la biologie qui va arriver assez rapidement, je pense, en données structurées. Mais il y aura beaucoup de choses à faire pour que les données à l'intérieur de ces documents médicaux puissent venir directement champ par champ dans les logiciels. On n'a pas encore la maturité pour cette étape-là, mais encore une fois, je milite vraiment pour que on fantasme pas, on se serre les coudes, on soit solidaires tous et tous ici, on s'auto-dénigre pas, ça va être dur, il y aura des galères comme d'hab, hein, c'est la vie, quoi, c'est la vraie vie. Mais si on franchit cette étape-là, après, ça va nous donner confiance pour franchir une étape d'après. Et c'est cette maturité-là, il me semble, qu'on est en passe d'atteindre aujourd'hui. David, tu valides ce que vient de dire Dominique, et tu peux nous donner des exemples tout à fait, de systèmes qui sont mis en place. Je pense vraiment et sincèrement que le plus dur a été fait. Hein. Vous connaissez maintenant à peu près tous le schéma de la maison de Dominique. Elle a maintenant son infrastructure en place.
de deux exemples à partir de choses qu'on fait nous. Dominique mentionnait le besoin de structurer des données. C'est ce qu'on fait sur des PDF en allant chercher les données, en appliquant des algorithmes de reconnaissance automatique de documents. C'est ce qu'on fait sur les brevets, c'est ce qu'on fait dans d'autres domaines. Donc il y a nous et d'autres qui ont ce savoir-faire. Mais à partir du moment où le document arrive, que l'interface est créée, c'est tout à fait dans le domaine de l'atteignable dans les prochains mois. Et puis pour prendre peut-être une fonctionnalité plus qui va parler beaucoup plus directement dans l'opérationnel de la vie des systèmes des opérateurs d'HAD. Donc on a mis en place une solution d'IA d'automatisation de l'admission en établissement de santé. Alors comment ça fonctionne ? En fait, c'est tout simple. Vous faites avec votre smartphone une photo de la carte d'identité, de la carte vitale et de la carte de mutuelle. On récupère l'image. Du pass sanitaire. Oui, en gros de tous les documents, y compris une lettre d'adressage du médecin traitant, et on va récupérer les données pour les injecter dans le système d'information de l'hôpital. Alors, j'explique juste en 2 secondes et vous allez comprendre ce qui est l'effet d'impulsion donné dans ce contexte. Donc, nous, on a développé la solution sous notre égide propre sur une 30aine de groupes hospitaliers publics et privés. Et puis après, l'insistance mise par Dominique et ses équipes sur l'interopérabilité des acteurs a fait que nous, acteurs producteurs de solutions innovantes, ça a été beaucoup plus facile d'aller créer de l'interop avec les éditeurs qui, d'une certaine manière, ont été amenés à s'ouvrir. Les éditeurs de référence, les Mindcare, les Cépage. On a créé de l'interopérabilité en flux HL7 qui permet d'aller prendre la donnée et l'injecter directement dans le système de gestion de l'éditeur. Ça a une conséquence très pratique, ça veut dire que derrière, l'admissionniste, il n'a plus à ressaisir les informations. Il a un dossier tout prêt et que en établissement hospitalier, le patient n'a plus à passer au guichet d'admission. Et donc vous voyez très bien le cas d'usage pour l'hospitalisation à domicile. C'est je dépose mes documents et puis après j'ai un continuum de l'hospitalisation complète à la HAD et que derrière, une fois qu'on a cette fonction-là, ce qui est la digitalisation de l'onboarding, l'entrée en relation dans le système. Rendez-vous compte, en Europe du Nord, il y a 90% des premiers contacts avec le système de santé qui se font de manière digitale. Et puis après, derrière, il y a des outils de suivi. On embraye avec des objets connectés. On pilote des intervenants à domicile, HAD, intervenants paramédicaux. Et donc, en France, on a fait début 2020 le premier pointage qui était une enquête d'opinion générale sur le recours à ces outils d'onboarding digital en population française. On était uniquement à 14% en France. Et là, dans notre pointage à nous, on est maintenant à entre 30 et 35%. Ce qui veut dire que le shift se fait. Moi, je suis convaincu qu'avec la maison qui a été créée, d'ici à la fin de l'année 2021, on sera à 50% d'entrée en relation digitale dans le système. Donc, et je suis sûr que l'hospitalisation à domicile, par le rôle qu'elle joue, une fois qu'on a attaqué le dur de la digitalisation de l'entrée en relation à l'hôpital public ou privé, derrière, la HAD fera la jonction avec les acteurs de ville. Vous voyez, un exemple très concret, digitalisation de l'onboarding, de l'entrée en relation avec le système. Dominique, un commentaire ? Ouais, juste un commentaire pour donner un petit chiffre pour se repérer. Aujourd'hui en France, on estime à peu près à 10 millions le nombre de documents de santé échangés par des canaux sécurisés en France, tout confondu, entre professionnels de santé. Le gap, c'est 500 millions pour arriver à partager le B.A.-ba du parcours de soins. Donc en fait, le gap, c'est un facteur 50. Donc c'est ça qu'on doit atteindre collectivement. Une fois qu'on aura franchi ce cap-là, on aura déjà un système qui deviendra un peu plus à la page en matière de numérique. C'est à peu près ça le gap qui nous attend. Alors moi j'ai une autre question, c'est que Marguerite, on a 2 financements en France. On a un financement qui dépend de vous, on ne le remet pas en cause. On a bien compris que la grande sécu, c'était pas pour demain. À voir, on pourra en discuter, mais en tout cas, c'est un sujet intéressant. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il y a tout un argent qui sert aux malades, qui est l'argent du médico-social. Et donc, ce payeur médico-social, nous, en tant qu'élus locaux, on est un peu au milieu du filet, et les mailles du filet ne se recoupent pas. Est-ce qu'on a pensé dans l'espace numérique de santé, ou est-ce qu'on le pense plus loin, faire en sorte que, justement, tout ce qui concerne la prise en charge de la dépendance, l'autonomisation des patients, les grands chantiers qui sont lancés, là, justement, avec un certain nombre de grandes lois qui ont été un peu retardées par la Covid, mais qui montrent qu'il y a une vraie volonté politique à aller vers le virage domiciliaire, vers... automatiquement, ça va entraîner des impactions entre ces données du médico-social et ces données du sanitaire.
c'est pensé déjà ou Alors le médico-social est totalement inclus dans le Ségur et donc les logiciels, les éditeurs de logiciels du médico-social vont faire le même chemin que celui décrit par Dominique, c'est-à-dire qu'ils vont ils auront la possibilité de recevoir des financements sous réserve de se conformer à un cahier des charges avec les bons tuyaux, etc., etc. Donc ça a été pensé. Je pense, mais comme pour tous les secteurs, il va y avoir une deuxième vague pour le Ségur, où il faudra qu'on aille un cran plus loin sur l'ergonomie des outils pour être certain que chaque éditeur de logiciel soit vraiment parfaitement adapté à la pratique du professionnel pour que le professionnel, que ce soit un professionnel libéral ou un établissement médico-social, ça se fonde dans sa pratique. Et évidemment, pour les établissements médico-sociaux, il y a aussi une pratique très particulière. Et donc ça, c'est très important de nous aussi qu'on arrive mais on y a travaillé avec le ministère, qu'on arrive à bien faire remonter du terrain ce que sont les attentes des différents acteurs, en l'occurrence du médico-social, pour comprendre ce dont vous avez besoin aussi. Avec vos logiciels et avec vos outils pour, soigner mieux, soigner de manière plus efficace, etc. Donc ça, c'est vraiment en tout cas la logique du Ségur, c'est qu'on part des professionnels et des attentes des professionnels, et il y aura une deuxième vague qui permettra d'en remettre une couche. Ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est que c'est vrai que l'assurance maladie, nous, quand on arrive, c'est vraiment c'est l'armée, quoi. Donc, on décide de rembourser quelque chose, bim, on le rembourse pour tout le monde. Mais il y a d'autres manières aussi de se faire financer. Et heureusement que les innovations, les applications, les logiciels, etc., n'ont pas attendu, d'une certaine manière, l'assurance maladie pour se déployer. Donc, en fait, heureusement aussi, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, vous travaillez avec des partenaires qui vous offrent des services, etc. Et donc, sans qu'il y ait un besoin, par ailleurs, pour l'assurance maladie de le faire. Donc, heureusement, il y a une autonomie à la fois des établissements, des libéraux, etc., de s'équiper d'outils dont ils ont besoin. Et donc, nous, côté État, il faut juste qu'on vérifie que ces outils se branchent correctement. Et je pense qu'on a un sujet encore devant nous qui est vraiment de vérifier la pertinence médico-économique de tous ces outils-là, de tous ces produits de santé qui sont un peu nouveaux, pour vérifier qu'ils respectent les normes de bonne pratique. Voilà. Ça permettra certainement de simplifier les choses et de faire plaisir à Gérard, parce que demander tous les 3 ans ou tous les 2 ans par une MDPH si votre enfant est toujours atteint d'une trisomie 21, il y a quelque chose d'un tout petit peu choquant en 2021. C'est sûr, oui, y compris de demander le renouvellement d'une ALD pour une pathologie chronique qui ne se guérit pas. Hein. C'est toujours ennuyeux de dire « Ah non, vous avez perdu vos droits, vous n'avez pas fait la demande de renouvellement ». Bon, voilà. Donc, effectivement, il y a quand même une simplification à faire. Je pense que c'est un gros travail, c'est un gros chantier qu'il nous faut mener d'une façon collective. On verra bien après comment les financements se font dans une simplification de l'ensemble des payeurs. Hein. Il y a des champs nouveaux qui s'ouvrent sur lesquels il nous faudra réfléchir et on peut avoir cette complémentarité entre l'assurance obligatoire, l'assurance privée ou les mutuelles. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point extrêmement important, c'est le changement de culture. On a mis en place des outils, on a progressé d'une façon remarquable. Et c'est très pertinent ce qui se fait. On a convaincu les convaincus, c'est clair, aujourd'hui, que ce soit les industriels, les professionnels de santé qui ont compris. Maintenant, il faut les convaincre l'ensemble de nos concitoyens, et particulièrement, je pense, l'ensemble des patients et des usagers de la santé. Il faut que nous menions une véritable politique d'accompagnement, d'information, d'accompagnement auprès de l'ensemble de nos concitoyens pour bien leur démontrer que ces nouveaux outils, leur espace santé qui leur appartient, va être un outil remarquable pour qu'ils soient mieux soignés. J'ai cru comprendre qu'on avait des conceptions de la solidarité qui changeaient un petit peu. On pensait d'abord à soi. Et bien, voilà une bonne occasion de les rassurer. C'est pour vous qu'on le fait. On verra après comment on peut traduire tout ça pour la communauté. Mais, et je crois que les mois qui sont devant nous
que ce soit à l'assurance maladie, que ce soit au ministère, que ce soit le milieu associatif, que ce soit les industriels, que ce soit les institutions, nous avons tous une campagne de plus que de communication. Nous avons une campagne d'aller vers, d'aller accompagner l'ensemble de nos concitoyens à bien comprendre ce qui se passe et à bien effectivement les incorporer pour qu'il y ait une vraie volonté de participer. Ce n'est pas parce qu'on aura des professionnels de santé, c'est pas parce qu'on aura des établissements que ça fonctionnera. Si les usagers, les citoyens n'en veulent pas, ça ne marchera pas. Donc il faudra véritablement les accompagner. On a du positif, il faut y aller. Je pense que là, on a un petit chantier à faire. Enfin, je pense qu'on a aussi, c'est pour rebondir sur ce que disait David, on a quand même encore quelques représentations dans ce pays qui sont un peu traditionnelles et un peu qui parfois nous laissent un peu pantois, quoi. Et effectivement, on est capable de faire des meilleures choses, mais on a parfois quelques-uns qui ont des remarques un peu. Alors, c'est peut-être pas tout à fait, mais quoique c'est dans le sujet. Ce matin, j'écoutais la description d'un rapport de l'IGAS qui parlait de santé et environnement. Et dans le cadre de santé-environnement, l'IGAS promeut le rapprochement, et même la fusion du Hub Data données de santé avec le Grid Data Hub données environnementales. Ça me paraît logique, puisque de toute façon, on voit bien aujourd'hui que les facteurs environnementaux impactent sur le champ de la santé. Mais il y avait un représentant de la CNIL dans la salle qui a dit attention, peut-être que le rapprochement est quelque chose de dangereux. Donc on voit bien quand même qu'il va falloir encore travailler à faire progresser les idées et les représentations de certains, parce que effectivement, on a des chances fabuleuses de passer les premiers en peu de temps sur les données de santé, sur l'amélioration de notre système de santé, sur les données de santé, sur la recherche, sur les données de santé en vie réelle, etc., etc. Faudra-t-il encore convaincre encore quelques personnes? Dominique, vous vouliez intervenir en particulier sur le lien médico-social et non, juste un complément par rapport à ce que disait Marguerite sur le numérique dans le médico-social. Sur les 2 milliards du programme Ségur numérique, il y a 600 millions d'euros dédiés au secteur médico-social. Donc ça fait une grosse année qu'on bosse avec des professionnels du secteur pour établir le fameux cahier des charges qu'on va rendre opposable aux éditeurs à partir de janvier. Donc là, on est très très proche de sortir ce fameux cahier des charges Ségur. Donc pour l'instant, on a adressé le cahier des charges hôpital, en tout cas vague 1, c'est-à-dire le premier niveau d'exigence hôpital, radiologie, biologie, médecine de ville. On est en train de travailler sur la pharmacie avec des pharmaciens. Donc on pense janvier-février sortir le cahier des charges. Et médico-social, j'ai eu la confirmation ce matin, c'est en janvier. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui va être cohérent en incluant exactement les mêmes bases, en disant il n'y a pas de différence, il n'y a pas de mur de Berlin entre le sanitaire et le médico-social. En numérique, c'est les mêmes socles. Ça, c'est super. J'ai une dernière question, Marguerite, sur cet espace numérique en santé. Parce que je m'intéresse assez au problème des antivax. C'est-à-dire que je suis même assez mordant par rapport aux antivax sur un certain nombre de réseaux sociaux, ce qui me fait que quelquefois je me fais sortir. Mais ça n'empêche que je continue. Et je pense que c'est un bon combat. Et il faut qu'on soit plusieurs à le mener. Et je vous engage à aller mettre des éléments rationnels sur les réseaux sociaux pour faire en sorte de casser cette logique qui est très délétère et mortifère des gens qui disent n'importe quoi sur le vaccin. Vous aurez dans cet espace la possibilité de passer des messages d'information, passer des messages de prévention, des choses comme ça. Cette notion-là est importante, elle est prise en compte. Oui, absolument. Donc l'idée, c'est effectivement, donc dans la première version, on va avoir des messages, j'allais dire de prévention assez simples, mais l'idée, c'est effectivement qu'on en fasse un outil presque de nudge sur la prévention, sur le fait d'être maître de sa santé, de suivre ses constantes, de prendre l'habitude de réaliser un certain nombre d'examens, etc. Donc c'est sûr que c'est un outil hyper puissant parce qu'il y aura un calendrier, parce qu'il y aura des notifications, etc. C'est potentiellement un outil hyper puissant pour que les gens s'approprient vraiment leur santé. Et puis nous, j'allais dire, pouvoir public de manière générale, il faut qu'on soit aussi plus clair et plus offensif sur les messages de prévention. Je veux dire, on est à 12% de vaccination HPV en France, 90% dans les pays nordiques. On est
à 30% de dépistage du cancer colorectal, contre 90% là encore chez les pays les plus performants au niveau européen. Et donc on voit bien qu'on a quand même un sujet en France sur la prévention, on a un sujet en France sur le fait d'être maître de sa santé, et donc on a, voilà, ça pour moi c'est vraiment la feuille de route, alors j'allais dire côté assurance maladie, mais avec tous les acteurs, que de passer aussi un cap là-dessus. Je pense qu'on en a les moyens, parce qu'on travaille avec les associations, parce que voilà, je pense que tous les acteurs se sont alignés pour intervenir, et qu'on sait maintenant post-Covid qu'on sait le faire. On a développé des outils, même numériques, en quelques mois, etc. Donc on sait le faire. Maintenant, il faut vraiment qu'on se dise qu'on doit y arriver. Bah écoutez, en tout cas, ça a l'air d'être un super travail d'équipe. Je crois qu'il y a vraiment une volonté à travailler tous ensemble. Et donc, il y a des choses extrêmement positives à sortir de cette table ronde. Je vais passer la parole tout de suite à Elisabeth. Tout simplement. Merci. Comme on a quelques minutes, je me fais un peu entre guillemets, l'interprète de questions qui ont... Alors, s'il y en a d'autres, on peut se donner 10 minutes pour que quelques questions. Mais je lance le débat, autrement, je connais la timidité des salles. En entendant Marguerite Cazeneuve, quand vous évoquez mon espace santé, ces messages de prévention, dont vous dites vous-même dans un premier temps, et on comprend bien sûr pourquoi, ils seront généraux, est-ce que demain, on va utiliser l'intelligence artificielle dont nous a parlé David? Et moi, par exemple, je suis un anti-vax, et à l'évidence, je ne suis pas vacciné. Est-ce que je vais avoir quelques petits messages flash qui vont venir éventuellement s'afficher? Mieux, j'ai une maladie chronique. À l'évidence, quand on regarde les examens biologiques d'un chien, à l'évidence, je ne suis pas terrible. Je dois mettre un petit peu trop de beurre demi-sel dans ma cuisine et pas obligatoirement suivre mon traitement. D'ailleurs, c'est simple. Mon traitement, on se rend bien compte que je ne le suis pas, puisque je n'ai pas les renouvellements au rythme où il devrait l'être si j'avalais mes comprimés tous les jours. Est-ce que là, j'aurai un petit message? Est-ce que demain, on est avec quelque chose qui est donc... je suis d'accord, hein, il y a un côté un peu Big Brother, hein, c'est un peu intrusif, mais est-ce que ça sera ça? Et qu'est-ce que tu en penses, Gérard, si demain c'est ça? Et puis, deuxième question, qui n'a strictement rien à voir avec ça, mais qui s'adresse à vous aussi, Marguerite, un peu à Dominique. Et Jean-Paul, je vais poser la question dont je suis sûr que tu brûles de la poser. C'est vachement bien, là, demain, le message biologique qui est arrivé. Mon médecin me répond en 2 secondes sur la messagerie sécurisée. Encore faudra-t-il qu'il l'ait ouverte. Mais bon, je passe. Ou que je ne sois pas, comme l'autre jour, ça nous est arrivé dans un HAD, un pharmacien qui dit je vous appelle parce que je vous dis tout de suite, si vous m'envoyez des choses par messagerie sécurisée, je ne travaille plus avec vous. Bon. Comment on fait pour passer tout ça? Oui, c'est du vécu aussi. Bon, enfin, ça ne vous étonne pas. Comment on fait pour passer ces obstacles de réticence? Et 2, est-ce que vous allez payer les libéraux pour faire en sorte que le petit conseil envoyé par messagerie sécurisée... Oui, pour ça, je le fais. Il n'osait pas. Jean-Paul n'osait pas. Voilà. Donc, les questions, la réaction de Gérard, et puis cette question très, très, très pratique. Il sera rémunéré à la pige. Alors, Marguerite, peut-être, ensuite... Bon, sur la rémunération des professionnels de santé, oui, le Ségur et les différentes conventions prévoient une rémunération à l'usage. Et donc, le magnifique avenant 9 que nous avons signé, notamment avec la SSMF, prévoit le fait que soit rémunéré le fait de remplir le volet médical de synthèse, avec un bonus si ces données sont structurées, rémunère le fait qu'il y ait de la e-prescription, de l'alimentation du DMP, etc. Donc, la réponse est oui. Après, on est là dans une phase, j'allais dire, de transition, parce qu'on a 2 ans où en fait tout ça va se mettre en place, et on a un grand rendez-vous qui est la future convention médicale, mais c'est vrai pour tous les professionnels de santé. Donc, de toute façon, oui. Alors, on n'ose pas parler d'argent trop avec... avec Jean-Paul, mais parfois on en parle un peu.
Donc, de toute façon, cette question-là sera sur la table. Après, la question, c'est, enfin, c'est un peu la discussion qu'on peut aussi avoir avec les pharmaciens. L'objectif, l'idée, c'est pas de tout rémunérer, 50 centimes le message de prévention, etc. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des modèles de qualité, d'exercice qui permettent de rémunérer à leur juste valeur l'effort et le temps qui est passé par les professionnels, sans qu'on soit dans un truc totalement comptable. Voilà. Donc je pense que c'est ça, honnêtement, c'est un sujet très important, hein, sur lequel il faut qu'on travaille. Et donc on a une vraie feuille de route avec les médecins, en tout cas, notamment sur cette question-là. Et après, pour répondre à votre première question, mais je laisserai réagir. Moi, je pense en tout cas que sur les examens, sur la vaccination, les examens recommandés, les examens obligatoires de l'enfant, il faut qu'on ait une politique beaucoup plus volontariste. Donc ça, en tout cas, c'est la position entre guillemets, de l'assurance maladie. Il faut que les gens puissent refuser de dire arrêtez de m'envoyer un SMS, et donc ils aient la possibilité de le faire, parce que voilà. Mais il faut, enfin, je veux dire, la démarche proactive, on a démontré qu'elle avait une valeur. Et par ailleurs, il faut quand même se dire que les gens qui sont loin des messages, loin de l'information, c'est souvent des gens qui sont éloignés du système de santé, donc qui n'ont même pas l'information. Et donc, si on n'est pas, nous, proactifs, inventifs dans la manière de faire de l'aller vers, en fait, il y a plein de gens qu'on n'attrape jamais. Et donc, je prends souvent cet exemple, hein, sur des messages clés, même des messages simples. L'ANSM a fait une super campagne avant l'été sur les médicaments pendant la grossesse. Je veux dire, moi, j'étais enceinte il y a 1 an et demi. Je ne savais pas qu'il fallait pas prendre d'ibuprofène pendant ma grossesse. C'est des messages, il y a des messages même de base, hein, sur lesquels il faut qu'on soit quand même dans une logique d'aller vers. Et donc, ce message-là, il faut qu'un pharmacien il puisse le passer en 2 minutes à une femme enceinte qui se présente dans son officine. Donc, c'est juste que sur voilà. Alors après, effectivement, il y a le niveau 2 avec toutes les applis, les notifications, etc. Donc, donc tout ça fait effectivement partie du 2e étage de la fusée. Donc je laisse... Non, sur ce qui est obligatoire et sur ce qui sont des messages de santé publique, bien entendu, c'est un formidable vecteur d'information, d'acculturation. Et je pense que la liberté de choix ne passe que parce qu'on est cultivé, et que, voilà, une façon de cultiver et d'informer l'ensemble de nos concitoyens. Si on doit être fliqué, surveillé, ça c'est de notre sujet. Et là-dessus, effectivement, on aura à discuter. Gérard, je ne pense pas... Le jour où ton taux de cholestérol fait que ta carte bleue est bloquée quand tu vas aller chez McDo, exactement. Tu fais quoi ? Exactement. C'est là où c'est intéressant. Donc... C'est là où on va avoir quelque chose à faire. Non, mais là, effectivement, il faudra peut-être avant s'interroger sur la liberté de choix de chacun. Je pense que ce n'est pas aux payeurs de juger de l'efficacité du traitement et de la relation entre le patient et le soignant. Même si ce sont des outils qui vont créer cette relation-là avec des dispositifs médicaux ou autres. Ce n'est pas au payeur. La relation doit se faire entre le patient et le soignant. S'il y a un déficit d'usage, d'observance, vous savez tous que je n'aime pas trop ce mot-là, c'est un dialogue qu'il faut avoir avec le professionnel de santé, l'équipe soignante. Le payeur peut effectivement s'interroger, mais il doit interroger les deux. Parce que si le patient est inobservant, peut-être que le soignant a aussi une inertie thérapeutique. Il ne fait peut-être pas tout bien le boulot aussi. Alors, si on doit en sanctionner un, on sanctionnera les deux. Voilà, donc on n'en est pas encore là. On a assez de boulot à passer des messages positifs de santé publique pour mobiliser l'ensemble de nos concitoyens à effectivement prendre soin de leur santé. Et ça, c'est important. L'outil qu'on est en train de mettre en place, nous y travaillerons d'une façon collaborative, pertinente, dans ce sens-là. Si demain, certains voulaient y en faire un outil de flicage et de surveillance, effectivement, nous serions là aussi très présents pour nous opposer.
Juste une toute petite chose que je voulais ajouter parmi les, entre guillemets, les petites révolutions de la crise sanitaire. Il y a le fait de pouvoir mieux outiller les professionnels de santé, puisque c'est d'abord les professionnels de santé qui sont en première ligne, et donc le fait, et ça on ne savait pas le faire avant, on ne pouvait pas le faire, voilà, le fait de pouvoir communiquer, adresser aux médecins traitants la liste de ces patients non vaccinés et par ailleurs ayant une ALD. Donc on l'a fait sur le Covid, mais demain, le fait de pouvoir outiller le médecin traitant et d'autres professionnels de santé avec des données qui lui permettent, au professionnel de santé d'être lui-même plus proactif, etc., c'est hyper puissant. C'est-à-dire que c'est pas forcément les autorités de santé qui ont vocation à mettre leurs mains partout, mais il faut qu'on... Voilà, ce petit outil-là, qui est quand même pas grand-chose, potentiellement c'est extrêmement puissant puisque ça permet aux professionnels de santé d'être Et je préfère recevoir ça plutôt que des pubs sur Facebook sous prétexte que j'ai posté 3 photos de bouteilles de vin. David. Oui. Deux commentaires en réponse à l'observation d'Elisabeth, vraiment en une minute. Le premier commentaire sur le besoin d'IA et le besoin de développer ces outils dans des cadres de confiance comme Mon Espace Santé. Il est évident, et je veux réinsister sur le facteur temps. Je ne veux pas trop jouer les Cassandres, mais je pense qu'on est vraiment à quelques mois. Est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 12, est-ce que c'est 18, je ne sais pas, mais c'est cet espace-temps-là de la mise à disposition d'une espèce de Netflix de l'IA en santé. Et ça commencera par le domicile. Vous allez avoir dans cet espace-temps-là les gros joueurs GAFAM, BATX qui proposeront à partir du domicile une batterie d'algorithmes simples auxquels les patients demanderont à avoir accès moyennant un abonnement de quelques dizaines d'euros par mois. Et réfléchissez-y, et c'est là où le fait que les acteurs du financement solidaire, l'assurance maladie, les complémentaires soient présents sur ces sujets, c'est non seulement nécessaire, mais c'est majeur pour notre système de santé. Parce qu'en fait, on peut, et on est tous ici, je pense, convaincus de ça, porter un discours fort sur la protection de nos données, la régulation éthique de ces données. Mais si vous avez demain, contre quelques dizaines d'euros, un algo qui vous donne accès à des éléments d'autodiagnostic direct dans des territoires en pénurie d'offres médicales, et ben en fait, je ferai ce choix-là, vous ferez ce choix-là. Et il y a vraiment un enjeu tout à fait collectif majeur sur les prochains mois de se mobiliser. On a l'impression que la bascule est rapide, mais en fait c'est une course contre la montre pour porter une offre qui soit conforme à nos valeurs. Et le deuxième point, en réponse au risque de flicage ou de dérive éthique, précisément l'intelligence de ce qui est fait en ce moment, c'est d'aller vite sur le développement de ces solutions et en même temps d'introduire ces principes de régulation. Je parlais de la garantie humaine du numérique et de l'IA, donc un mot là aussi en 15 secondes. Donc depuis la loi de bioéthique du 2 août, de l'article 17, il y a 2 principes qui s'appliquent dans le système de santé pour chacune de vos structures. Quand il est fait recours à un traitement algorithmique, et traitement algorithmique c'est une notion beaucoup plus large que la notion d'IA, il doit y avoir par le professionnel une information auprès du patient préalablement recours à ces outils selon des modalités appropriées en fonction du bénéfice-risque de cette solution. Information vers le patient. Et le deuxième principe, recommandé par l'avis 129 du Comité national d'éthique, il est accessible en ligne, c'est ce qu'on appelle le collège de garantie humaine ou la supervision humaine, c'est-à-dire qu'il doit y avoir dès la phase de conception de l'outil, dès la phase de conception, une obligation pour les industriels, une association des professionnels, un dialogue avec les représentants des patients, et ce dialogue doit être maintenu dans l'application en vie réelle, avec une réitération régulière, une supervision de ces outils et un besoin de formation. Avec Jean-Paul, on a travaillé sur ces sujets depuis longtemps. Collège de garantie humaine, supervision humaine, c'est d'une certaine manière le contrepoint de cet espace-temps qui se raccourcit. Il faut aller vite, mais il faut le faire en gardant la main professionnelle représentant des patients. Elisabeth, je ne sais pas si par rapport au timing... C'est très bien. C'est parfait. Alors écoutez... je voulais vous remercier parce que c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre d'abord des propos concrets sur des projets qui vont advenir. On était souvent dans la déclaration d'intention, dans ce genre de colloque-là, on a vraiment l'impression d'être sur du pragmatique. Je crois qu'on y est vraiment. On attend l'espace numérique de santé avec une immense impatience et à titre personnel un grand plaisir, parce que je trouve que c'est vraiment un espace qui nous manque. Et plutôt faire ça avec l'assurance maladie plutôt que le faire avec Google et Microsoft.
Je sais ce que tu en penses, David. Et merci en tout cas pour cette qualité d'intervention et le fait qu'on ait pu parler sans langue de bois, ce qui est toujours quelque chose d'important.